Ouais, bah non, t'as 250 grammes, tu avais 300. J'achète ça, pour pas bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au conseil communal du jeudi 27 novembre. Est-ce qu'il faut excuser Sébastien. Oui, donc en excusé Sébastien Guillaume et en absent Rachel Sapiétis. Voilà, donc je vous propose qu'on passe au point 1, procès verbal de la séance du 6 novembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ou autres? Je fais mettre marque directement au directeur général. Il y a le point 52, il y a le point en bleu. Ok. C'est ça, mais c'est le point en Vote rectifié, point 52. le point 43 aussi. C'est le point 43. Mais c'est des clos, donc. Oui, mais Bertrand, c'était pour l'abstention. Ouais. Pour l'abstention. Ouais, abstention. Et donc, je rappelle l'importance pour tout le monde autour de la table à voter de manière très claire, sinon ça peut prêter à confusion. Merci. Voilà, donc je vous propose qu'on passe au vote des points s'il n'y a pas de questions ou remarques. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point de présentation web sur les analyses et conclusions de l'aménagement du territoire. Valérie. Oui, donc ici, on vous propose d'écouter attentivement M. Fabrizio Cipolla et Mme Claire Van Kerenbroek, qui viennent du VET, et qui nous ont exposé en fait son diagnostic territorial lors d'une réunion. Donc à l'aube du budget 2026, où on va voter le budget pour le schéma de développement communal, nous trouvions vraiment particulièrement intéressant cette étude qui met en accent de nouvelles problématiques. Donc voilà, je vous invite à les écouter, je les remercie déjà. Voilà. Donc je vais peut-être d'abord commencer par vous remercier de vous accueillir aujourd'hui et vous expliquer le contexte dans lequel le travail a été fait. C'est une mission qui a été initiée par l'ancien ministre de l'aménagement du territoire et qui est réalisée avant les modifications du code et même avant le schéma de développement territorial. Donc c'est une initiative il y a environ 2 ans. Le but du ministre était de pouvoir justement doter les communes d'une synthèse d'indicateurs pour pouvoir prendre des orientations en matière d'aménagement du territoire en cas d'adoption du schéma de développement territorial, donc ce document qui cadre la stratégie d'aménagement du territoire au niveau de la région. Le SDT donc, étant passé, effectivement, la mission s'est poursuivie et elle a été confiée en fait de la même manière partout en Wallonie. Chaque agence de développement territorial a travaillé sur son territoire propre. Donc, en ce qui concerne la province de Namur, c'est le BEP. Et donc, on a élaboré 38 diagnostics territoriaux et nos confrères dans les autres territoires ont fait de même, sachant que tous les diagnostics sont tous composés de la même structure, avec les mêmes indicateurs et voilà, les mêmes types de cartes, les mêmes types d'informations. Donc, c'est un travail global sur toute la Wallonie et qui a été réalisé par chacune des agences de développement territorial. Il comprend en fait 2 parties. Il y a une partie qui est plutôt globale à la province, avec des statistiques liées notamment à l'économie ou à des aspects effectivement plus sociaux ou socio-économiques. Et puis il y a un cahier spécial pour chacune des communes qui comprend un certain nombre d'indicateurs. Et en parcourant rapidement la table des matières, vous avez des thématiques structure physique, dimension environnementale, dimension paysagère, démographique, sociale, habitat, logement, dimension services et équipements, dimension mobilité, et le plus important dans le cadre de l'aménagement du territoire, finalement la contribution potentielle du territoire à l'optimisation spatiale. Ça fait beaucoup de mots, mais en clair, c'est comment le territoire a évolué, qu'est-ce qu'il a encore comme réserve foncière, quelles sont finalement les caractéristiques par rapport à la stratégie wallonne qui est, on présentera tout à l'heure, effectivement viser, de limiter l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Ce sont les 2 grands axes de la stratégie wallonne en matière d'aménagement du territoire.
data de la Wallonie. Donc, une page d'accueil qui vous permet d'aller retrouver l'ensemble des informations directement sur le web, vous comme n'importe qui d'ailleurs qui souhaiterait avoir accès au rapport qui est en format PDF et Word, il y a également toutes les cartes et les figures. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous présenter les 158 et plus pages du rapport, donc on ne va pas faire une présentation détaillée, on va simplement, j'espère, vous donner envie d'aller voir de temps en temps quelques données et quelques statistiques, et donc on va vous montrer quelques éléments un peu plus synthétiques de ce diagnostic territorial. Alors ce sont des diagnostics, c'est vrai, c'est le nom qui est donné au rapport. Maintenant, on pose surtout un état des lieux assez factuel de la situation. Donc, vous ne retrouverez pas dans ces documents-là des orientations stratégiques, des propositions d'action. Tout ça relève en fait, ou relèvera plutôt du travail qui sera fait, ou qui pourrait être fait à travers un schéma de développement communal, ça veut dire le schéma qui traduit l'ambition régionale au territoire local. Donc ça, c'est le schéma de développement communal. Et ce sera au niveau de la commune et de son auteur de projet de justement caractériser les choses et aussi les apprécier, poser un réel diagnostic qu'on appelle analyse contextuelle dans ce cas-là et une définition des enjeux et des objectifs d'aménagement du territoire. Donc ça n'en fait pas partie parce que ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était de rassembler en un seul document des données factuelles. On parle aussi de diagnostic froid, ça veut dire, voilà, il n'y a pas non plus d'enquête de terrain, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de voilà, c'est sur base de statistiques et de données disponibles. Tous les indicateurs, en tout cas la plupart des indicateurs sont présentés, vous avez la valeur concernant votre commune, vous avez aussi la valeur concernant les communes limitrophes, c'est toujours intéressant de voir ce que le voisin fait ou pas, et vous avez aussi la valeur du ou des pôles qui vous entourent, donc ça c'est au niveau de la hiérarchie qui est prévue au niveau de l'aménagement du territoire. Certaines communes sont pôles, d'autres ne le sont pas, donc ici vous avez chaque fois la référence par rapport aux pôles, moyenne aussi de l'arrondissement et moyenne provinciale, comme ça vous savez chaque fois vous resituez par rapport à des tendances plus globales. Voilà. Donc pour l'introduction, Claire va vous présenter les différentes caractéristiques principales de votre territoire. Voilà, donc effectivement, je vais passer tout de suite au point 2. On vient de bien expliquer, on a bien présenté le contexte dans lequel est venu s'inscrire un petit peu notre mission qu'on a donc menée à l'échelle de la province. Donc voilà, donc ici, effectivement, comme ça a été dit, on va un peu représenter les chiffres clés qui concernent votre commune, donc la Brière. Et comme ça a été dit, je vous enjoins vraiment à aller regarder alors dans le détail les graphes, les cartes qui permettent aussi d'aller plus loin et de comparer effectivement soit aux entités supérieures, soit aux communes limitrophes. Tout d'abord, un bref résumé qui est mis un petit peu en introduction de tous nos diagnostics et qui reprend les principales caractéristiques de la commune. Mais simplement, voilà, la Brière fait évidemment partie des communes très rurales de la province de Namur. Le schéma de développement territorial qui régit un peu tout l'aménagement au niveau régional a identifié 3 centralités parmi nos villages, Rines, Saint-Denis et Meux. En matière d'occupation du sol, votre territoire est quand même fort marqué par le fait d'être occupé par de l'agriculture et notamment des grandes cultures. C'est pas un territoire qui comprend énormément, on voit parfois dans le sud de la province des communes où il y a beaucoup de périmètres de protection environnementaux, etc. Ici, c'est pas le cas, il y a quand même quelques sites, on le verra plus loin, qui sont identifiés, mais c'est assez rare. Et alors, évidemment, un des atouts et une des caractéristiques de votre commune, c'est cette localisation par rapport au territoire wallon et a fortiori par rapport à Namur et à Jambout, qui lui donne une attractivité depuis pas mal d'années. Donc, pour chaque thématique, je vais passer en revue un petit peu les chiffres clés qui vous concernent. Voilà un aperçu, Fabrizio a déjà mentionné les différents thèmes qui sont envisagés. D'abord, un petit zoom sur la dimension démographique. C'est évidemment une thématique qui est super importante pour votre stratégie territoriale. Ça va un peu vous donner l'impulsion pour planifier l'organisation de votre territoire.
Donc, par rapport à ce graphe-là, la courbe la plus importante, c'est Jamblou, en fait, qui a connu une croissance nettement plus importante. On est à 16% pour la même période, donc quasiment à le double en termes proportionnels. Et ici, ça vous fait sur les 15 dernières années 680 habitants supplémentaires. C'est un peu les tendances, même si effectivement il y a ce ralentissement. Voilà. Pour compléter d'un point de vue démographique, donc effectivement en 2024, les chiffres renseignés par la Wallonie pour votre commune, c'est 9351 habitants. En parallèle, dans les diagnostics, on met ça en parallèle avec le nombre de ménages qui a aussi augmenté sur votre commune. On voit qu'il a beaucoup plus encore augmenté que la proportion d'habitants. Et donc concrètement, il y a plus de ménages de plus petite taille. Donc il y a une diminution globale de la taille des ménages. Ce n'est pas du tout une spécificité de la Bruyère, c'est constaté sur l'ensemble du territoire wallon. En termes d'âge, aussi une caractéristique qu'on constate ailleurs en Wallonie, c'est une diminution de la part des moins de 20 ans et une augmentation qui est très marquée à la Bruyère des plus de 65 ans. Très marquée, mais parce qu'aussi, voilà, toutes les communes ne partent pas du même point de départ et la Bruyère avait un âge moyen relativement jeune et donc actuellement on est à environ 42 ans d'âge moyen. Ce qui est quand même plus bas que les entités supérieures du Grand Compare avec la province et les communes limitrophes. La Bruyère reste un petit peu jeune dans son âge moyen. Alors, autre dimension très importante par rapport à votre réflexion territoriale, la dimension habitat-logement. Votre territoire compte un peu moins de 4000 logements, comptait un peu moins de 4000 logements en 2023. Je pense que c'est assez visible sur l'ensemble de la commune. En termes de typologie de logement, c'est vraiment la 4 façades, donc ce qu'on appelle l'habitat ouvert, qui domine. Et par contre, une part de building, d'immeubles à appartements de 5%. Il y a une petite coquille dans la présentation, mais notre type ouvert, c'est 67% et demi. Et donc voilà. Autre fait aussi qui est analysé dans le rapport, c'est est-ce qu'on continue à construire beaucoup de nouveaux logements ou est-ce qu'on rénove? Et on voit que la Bruyère connaît une forte part de rénovation par rapport aux nouvelles constructions. Et donc dans les graphiques détaillés, on voit que ça a évolué aussi au cours des ans. Donc on a tendance à aller davantage vers la rénovation que ce que ça a pu être par le passé. L'âge des logements aussi, qui est aussi analysé, avec un peu moins de 40% qui date quand même d'avant 1918. Il y a clairement des communes où ce taux est encore plus important, mais néanmoins, ça veut dire que voilà, il y a une partie de votre bâti qui est quand même vieillissant. Une grosse part aussi qui a été construite à partir des années 60 et quand même encore 20% à partir des années 2000. Donc il y a encore beaucoup de maisons qui sont construites au cours des 25 dernières années. Il y a un lien fort entre naturellement démographie et logement. Si la démographie, avec le vieillissement, etc., il y a plus isolé, la taille des ménages s'est réduite, le besoin en logement augmente, même pour certaines communes, la population est constante, on a besoin de plus de logements du fait de cette diminution de la taille des ménages. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout en Wallonie, mais il n'y a pas de projection de la démographie sur l'avenir. Ça ne se fait plus, en tout cas au niveau communal. Par contre, ça se fait au niveau de l'arrondissement. Et dans les arrondissements de la province, l'arrondissement de Namur prévoit encore une croissance de la population, mais la courbe va vers un plateau, en fait. Donc on n'est pas sur une courbe ascendante constante, mais vers un ralentissement de la croissance. Et donc le phénomène classique en Wallonie qu'on va avoir, parfois plus marqué dans certaines sous-régions, c'est un ralentissement de la croissance de population, un vieillissement de cette population, une augmentation du nombre d'isolés et donc une diminution de la taille des ménages. Mais ça, vous n'êtes pas et vous n'y serez pas exemptés. Vous voyez déjà certains indicateurs qui le marquent. Maintenant, vous avez aussi une forme d'attractivité avec c'est principalement le réseau routier qui vous entoure et qui reste quand même un appel à l'installation aussi de ménages et de jeunes ménages. Vous avez, par exemple, dans votre croissance démographique, une part de natalité, un solde naturel qui est positif, ce n'est pas le cas dans toutes les communes,
dans la commune, vous avez par contre le gros effet de la croissance est lié à des personnes de Belgique qui viennent s'installer sur votre commune, dans d'autres communes, par exemple Namur, mais ce n'est pas le cas, c'est des personnes plutôt, la croissance tient uniquement par une migration externe. Donc voilà quelques éléments où, pour finalement, si on se projette un peu dans l'avenir, et l'aménagement du territoire, c'est aussi toujours fait ça, des choses qu'il faut avoir bien en tête en ce qui concerne les besoins tels qu'ils ont été et les besoins tels qu'ils seront. Et là, il y a peut-être un peu de prospective à faire si vous voulez entendre votre schéma de développement territorial. Et alors, une dernière information sur la thématique logement, c'est simplement aussi le prix médian. Donc pour une maison à la Bruyère, on est à 305 000 € contre 220 000 pour la province de Namur, donc nettement au-dessus du prix médian provincial et de la région. Simplement pour les communes où il y a une très faible part d'appartements qui sont construits, comme c'est le cas, on l'a vu pour le territoire, les prix ne sont pas renseignés, il n'y a pas de statistiques faisables disponibles. On ne vous donne pas s'il n'y a que le chiffre pour les maisons. L'aspect social aussi, donc le profil de la population en termes de revenus et d'emploi. En termes de revenus, on a un revenu moyen qui, de nouveau, va être supérieur à celui de la Wallonie. On est à presque 26 000 €, alors qu'au niveau wallon, 2022, on est à 20 500 €. Donc on est sur une différence quand même de 26% au niveau de la Bruyère. On va avoir un taux d'emploi administratif donc, qui concerne les 15-64 ans qui est de 71%. Donc de nouveau, c'est plus favorable par rapport aux 65% de l'arrondissement cette fois-ci et de la province aussi, 65%. De même, le chômage administratif est plus faible. On est à seulement 6%, alors qu'au niveau de l'arrondissement et de la province, on tourne entre 11 et 12%. Et alors, en termes de ratio d'emploi intérieur, là, on va chuter à 35,5%, mais ce qui est tout à fait dans la moyenne des communes rurales, qui forcément ne sont pas des pôles d'emploi majeurs. Et il va y avoir les pôles dont on parlait tout à l'heure, si on parle de Genglou, Namur, qui vont tirer la moyenne wallonne et de la province vers le haut. Et alors, en termes de chiffres exacts, on a sur le territoire 2143 emplois en 2021. Oui, alors la dimension commerciale, je ne vais pas m'attarder trop dessus. La méthodologie qui a été mise en place au niveau ici du diagnostic est peu appropriée aux territoires ruraux, vu que ça s'est concentré sur les commerces au-delà de 400 m², qu'il y a des limites des périmètres dans lesquels ils estiment que le développement commercial est intéressant et qu'en dehors de ces périmètres, ils n'analysent pas finement les choses. Et donc, du coup, la Bruyère, on sort avec un commerce mis en avant, qui est en gros l'Intermarché, parce que ça fait 400 m². On sait bien qu'évidemment, il y a une vie commerciale plus intéressante. La seule chose, c'est en termes de comportement d'achat, en fonction des catégories d'achat. Donc, il y a 3 grandes catégories d'achat, les achats alimentaires, achats légers, achats lourds. Généralement, pour les achats alimentaires, la principale destination d'achat, c'est la commune de résidence. Dans votre cas, c'est Namur qui est repris comme principale destination d'achat pour l'alimentaire. Et c'est le cas aussi pour les achats légers, et c'est le cas aussi pour les achats lourds. Donc, en termes de relations commerciales, c'est la relation vers Namur, en première destination d'achat. Par contre, la deuxième destination d'achat, on retrouve Genglou comme pour l'achat alimentaire lourd, et l'e-commerce, en fait, qui est déjà là. Alors, c'est quoi les achats, les achats légers? C'est tout ce qui concerne l'équipement de la personne, les chaussures, etc. Et donc, il y a quand même l'habitude, maintenant, de commander en ligne, c'est marqué comme deuxième destination. Troisième destination d'achat, alors on va plus loin, Élysée, Otigny, ça c'est pour les Ikea, etc., qui reçoivent pour les achats. Oui, simplement, on a un outil d'observatoire et toutes les données, on les a maintenant un degré plus fin. On a beaucoup travaillé avec Jean-Louis, notamment par rapport à sa dynamique commerciale, donc il faut aussi un CIEL. Il y a aussi, à ce moment où, effectivement, vous voudriez avoir plus de données plus précises sur les petits commerces, sachez qu'on dispose d'une base de données dans un cadre particulier qu'on peut la mettre à disposition. J'ai juste fait l'extraction de ce qui était déjà disponible comme premier indicateur
pour votre commune, ce sera disponible dans la présentation et effectivement ça permet de rapidement situer votre commune sur cette thématique commerciale et là la base de données est beaucoup plus fine sur les commerces qui sont pris en compte. La structure physique, les dimensions environnementales et paysagères. Et donc votre commune est située dans la région de ce qu'on appelle les zones agro-géographiques de l'ASB. Dans l'ensemble paysager des plateaux limoneux, Brabançon et Esbignon. Donc ça marque fortement votre paysage. C'est le paysage historique type de l'open field avec des champs ouverts, quelques villages et puis quelques fermes en dehors des villages qui entre-temps naturellement se sont fait construire en ruban davantage. D'un point de vue nature et protection de la nature, ben, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pratiquement pas de zone Natura 2000. Ça s'explique notamment par cette occupation agricole forte. Et par contre, il y a quand même 5 sites en particulier qui sont identifiés comme des zones de haut intérêt biologique. Donc c'est quand même intéressant, c'est pointé, même s'ils ne bénéficient pas d'une protection aussi forte qu'une zone Natura 2000 ou une réserve naturelle. La mobilité, donc on a déjà eu l'occasion d'en toucher deux mots. Effectivement, la Bruyère est au croisement de deux grands axes, donc ça lui donne quand même des atouts en matière de mobilité. Donc 2 autoroutes et aussi la M4. Il y a cet axe ferroviaire qui dessert toute une partie de votre commune qui lui offre aussi un atout et qui explique, on verra plus loin dans ce que la région a identifié comme centralité, de la présence du train était un des gros critères. En complément, il y a quand même un bon réseau tech, notamment qui a été renforcé récemment et qui est venu un petit peu mailler justement plus finement l'offre ferroviaire. N'empêche que ce n'est pas non plus des lignes express comme on peut observer dans d'autres communes. De nouveau, dans les critères, ça joue. Et simplement aussi, la Bruyère fait aussi partie des communes, de par son occupation agricole, qui peut être sujette au trafic de chargeois lourds, que ce soit les camions, tracteurs, etc., qui peut aussi constituer un certain enjeu pour votre territoire. Juste 46% des ménages possèdent 2 voitures. Ben, en fait, c'est vraiment on est dans des indicateurs clés. Mais avec votre réseau routier, votre positionnement, Namur, Jambou et Bruxelles, la beauté de votre territoire, sa ruralité, etc. Vous êtes attractif, et vous êtes attractif en plus pour des ménages plutôt à haut revenu, puisque vous avez vu dans les statistiques, vous êtes dans les communes, effectivement, je me demande si ce n'est pas la commune avec les plus hauts revenus. Et donc ça veut dire que forcément la dépendance, en tout cas l'habitude de la voiture est fortement présente. Par rapport à la stratégie régionale d'aménagement du territoire, ce n'est pas exactement le modèle qui est souhaité par la Wallonie, puisque c'est plutôt finalement une stratégie qui vise à renforcer les pôles ou les centralités qui, elles, sont bien desservies en transport en commun. Et dans la vision régionale, c'est imaginer quand même un report modal ou faciliter l'accès vers les transports en commun plutôt que d'encourager l'étalement urbain et indirectement quelque part la dépendance à la voiture. Mais dans votre contexte, qui ne va pas changer, géographiquement parlant, les voiries sont toujours là, l'accès à ces voiries structurantes sont toujours là, ce sera quand même extrêmement compliqué d'avoir un report modal spectaculaire, même si vous avez une politique d'aménagement du territoire qui viendrait exactement dans le cadre régional. C'est géographiquement, voilà, vous êtes dans ce contexte-là. Après, il y a d'autres facteurs externes qui pourraient faire modifier les choses, mais ça, c'est des facteurs de type le prix du carburant, etc. Mais ça, ce sont des facteurs externes. Au niveau géographique et localisation, vous restez quand même fortement attractif. Et donc, le corollaire, c'est cette quantité de voitures qui est sur le territoire. Si je peux me permettre, j'étais à une réunion du TEC il n'y a pas longtemps sur le bilan, puisque vous le disiez, hein, c'est assez nouveau le réseau TEC, puisqu'on a eu la chance d'être dans un projet pilote avec Jean-Claude La Bruyère, la ligne 72, où il y a maintenant un aller-retour par heure, semaine, samedi, et 2 heures tous les dimanches, a beaucoup de succès. Au début, tout le monde se posait la question de la pertinence, et aujourd'hui, on se rend compte que cette ligne est quand même très bien utilisée, quoi. Plus par des personnes maintenant peut-être de Villers et Mines parce qu'ils sont plus vite à Namur que la personne qui prend à Beauvais ou à Saint-Denis ce bus-là. Donc c'est à partir de Meudon vers Namur que cette ligne est vraiment pertinente.
Quelques données supplémentaires qui illustrent en fait ce qu'on vient déjà de dire. Donc ici, c'est plutôt des données issues des téléphones, donc des données mobiles, où on voit ici les déplacements depuis votre commune en journée, donc vraiment pendant les heures de pointe, donc qui explique qui montre les déplacements domicile-travail et domicile-école. Sans grande surprise, on va avoir vraiment, vous voyez le trait le plus épais, c'est vers Namur, à la fois pour l'emploi et pour le scolaire, c'est évident. Dans une moindre mesure, enfin déjà nettement moins, on va avoir Jean-Blou et Guezé, et puis Fabrizio nommait la localisation préférentielle que vous avez aussi vers Bruxelles et vers aussi le Brabant wallon, mais on voit qu'il y a toute une série de flux qui partent aussi de ce côté-là, et puis des flux plus diffus et plus rares, mais on va jusque Charleroi aussi de par la localisation de la E42. Dans le sens inverse, donc qui vient à la Bruyère, alors c'est pas la même échelle de flux, néanmoins on peut un peu voir d'où sont la majorité des origines. De nouveau, on a Namur, Jean-Blou et Guezé qui ressort fortement, et puis les communes limitrophes du Namurois et dans une moindre mesure du Alors, thématique suivante qui est aussi importante en matière d'aménagement du territoire, c'est la notion de service et équipement collectif. On avait fait l'exercice avec la commune de un petit peu inventorier les principaux services et équipements. On a veillé à choisir les plus structurants. On n'a pas non plus identifié chaque petite salle ou chaque petit sous-équipement, mais quels sont les équipements structurants pour votre commune et de pouvoir les cartographier. Ici, quelques données pour vous situer un petit peu. Alors en matière de santé, typiquement, la Bruyère est quand même très bien mise parce qu'on a 726 habitants par médecin généraliste contre, si on regarde à l'échelle de la province, on atteint 954 et même 1086 en Wallonie. Donc ça veut vraiment dire que oui, il y a relativement peu d'habitants par médecin généraliste. Dans l'infrastructure d'accueil préscolaire, c'est aussi assez bien mis, avec 60% des enfants de 0 à 2,5 ans qui peuvent être accueillis sur le territoire de votre commune. C'est vraiment pas le cas dans toutes les communes. Alors, dernier point qui est plus un point d'attention, on a déjà eu l'occasion de parler du vieillissement de la population. Ben voilà, pour cette thématique-là, on va avoir, si on ramène ça à un rapport sur 1000 personnes, ben pour votre commune, on va avoir 205 lits donc dans des maisons de repos ou ce qu'on appelle maisons de repos de soins, contre à l'échelle de la province, on est à 243 voire à 267 pour la Wallonie. Donc effectivement, ça c'est un point d'attention en matière d'équipement et de soins à la personne âgée. Donc voilà, donc ici c'est peut-être difficile à voir comme ça, mais dans le diagnostic, on a vraiment du coup répertorié donc les équipements en veillant à les classer. Est-ce que c'est des équipements sportifs, est-ce que c'est des équipements scolaires, est-ce que c'est un centre médical, etc. Alors du coup, on a synthétisé ce relevé détaillé en une matrice pour chaque village. Donc il y a 9 thématiques et ça permet de voir assez rapidement sur cette carte de synthèse est-ce que mon village est bien équipé, quelle est la thématique qui manque. Et alors on a mis ça en parallèle, on a dit en début de présentation que selon les critères du schéma de développement territorial wallon, il y avait 3 de vos villages qui étaient reconnus en centralité. On peut voir que pour la centralité de Rhin, ça correspond très bien, c'est effectivement là où il y a énormément d'équipements. Saint-Denis qui est repris en centralité aussi, il y a pas mal d'équipements. Saint-Denis moins. Et à l'inverse, Émine qui n'est pas repris en centralité, mais il y a quand même pas mal d'équipements. Donc voilà, ça c'est des analyses qui doivent aussi être prises en compte dans votre schéma de développement communal, vu qu'un des sujets c'est le dessin de ces centralités. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à la proposition de la région? Et on verra un peu les implications en termes aussi de logement et de densité. Donc voilà, donc on arrive dans la thématique d'optimisation spatiale. Donc effectivement, toutes les thématiques démographiques, équipements, etc. dont on vient de parler, on nourrit la région dans sa vision et dans la première proposition qu'elle fait pour chaque commune dans la manière d'organiser le territoire à l'échelle locale. La mesure phare pour la Wallonie, c'est d'essayer que le logement se fasse à l'avenir nettement plus
des logements qui seraient faits dans les centralités d'ici 2050. Donc voilà, par rapport au fil de l'eau de la prière, on va voir que c'est quand même un gros changement potentiel. Et alors un autre aspect, c'est aussi, indépendamment de centralité, pas centralité, c'est de limiter l'artificialisation. Donc voilà, le SDT reprend le pourcentage quand il y a un projet de ne pas artificialiser trop la parcelle. Ça entre aussi en ligne de cours, de compte, et le but aussi, c'est d'arriver à zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc c'est-à-dire que le moins artificialiser le moins possible ou compenser, et donc du coup, ça veut dire désurbaniser des zones qui le seraient, et donc ils font à un moment donné la somme et d'essayer d'arriver à zéro, qu'il n'y ait plus de nouvelles zones artificialisées, ou en tout cas en chiffres, qu'il n'y ait plus de mètres carrés supplémentaires artificialisés d'ici 2050 également. Alors, donc par rapport en matière d'étalement urbain, donc de nouveau cette question centralité, pas centralité, si on regarde votre commune, la photographie au cours de la dernière décennie, c'est moins de 20% des logements qui ont été produits en centralité. Et donc vous voyez la courbe que vous êtes censé suivre pour respecter les 75% de la région. Donc forcément, il y a des territoires où on part de bien plus haut parce qu'ils sont davantage urbains ou plus denses de base. Donc ça, c'est un point de départ pour la Bruyère qui est quand même marquant. Ensuite, en fait, on a fait le calcul par rapport aux disponibilités foncières de votre commune. On a regardé, donc toujours au regard de ces centralités, on a regardé un petit peu les parcelles qui sont d'une part repris comme urbanisables, donc si c'est des champs ou des zones nature, on ne les a pas pris en compte. On en a retiré celles qui auraient vraiment des contraintes énormes de relief ou d'inondation, etc. Et on a essayé de voir, une fois qu'on a enlevé toute une série de contraintes, quelles étaient les disponibilités foncières, donc les parcelles encore non construites, urbanisables, et on a fait la distinction entre elles sont dans les centralités et elles sont hors centralité. Et donc, vous avez un peu cette carte de synthèse qui montre, en pointillé jaune, vous avez donc les 3 centralités sur Meux, Saint-Denis et Rhînes. Si on les regarde tour à tour, on voit que Rhînes, le cercle, donc la taille du cercle montre un peu la quantité d'hectares de terres urbanisables non construites. On voit que sur Rhînes, il est assez petit, mais par contre, au sein de ce cercle assez petit, il y a plus de la moitié qui est compris dans votre centralité. A l'inverse, si on prend l'opposé, Meux, sur le territoire de tout Meux, le cercle est assez large, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, en tout cas il y a plus qu'à Rhînes de terrain urbanisable, mais il n'y en a qu'un quart qui rentre dans le périmètre que la région a repris et dans lequel elle vous encourage quelque part à développer davantage de logements. Et Saint-Denis, le périmètre, c'est un peu une situation entre les deux, et le cercle est restreint à peu près comme Rhînes. On voit qu'il y a aussi encore pas mal de terres disponibles, de terrains constructibles disponibles dans les autres villages, et en particulier au niveau des mines. Et enfin, pour terminer, en filigrane en dessous, on a mis aussi l'augmentation de population ces dernières années, pour un peu mettre ça en perspective. Et donc de nouveau, Meux, on voit que c'est un de vos villages qui a le plus augmenté en population. On voit que la centralité est dessinée de manière assez limitée, qu'il y a assez peu de terrains qui respecteraient le fait d'être en centralité, donc ça pose un peu des questions par rapport à votre planification territoriale sur ce village en particulier. Dans les dynamiques, sinon il y a aussi des effets inverses, comme un réseau qui est attractif mais qui a peu de disponibilité de la centralité. On a des zones où finalement, comme Rhînes, qui est en centralité, mais qui n'a pas connu la même croissance personnellement que le réseau est elle-même à un point négatif. Donc on a des situations relativement contrastées dans les différents ensembles. Le but de se projeter dans un schéma de développement communal, c'est justement de faire des choix par rapport à ça, d'agrandir, de réduire, de redessiner les centralités, tout en ayant quand même une vision qui doit s'inscrire dans le schéma de développement régional, et qui peut se l'approprier et la faire évoluer.
On avait repris, je pense, des éléments liés aussi à votre densité résidentielle. Les règles de densité sont... Bon, en fait, centralité ou pas centralité, il y a plusieurs règles qui s'y appliquent. Ce ne sont pas des règles, ce sont des orientations, parce que ça reste quand même des documents d'orientation, schéma de développement territorial. Mais la première chose, c'était cette histoire de 3 logements sur 4 qui doivent être faits dans les centralités. La deuxième chose, c'est qu'il y a des principes de densification, donc le nombre de logements à l'hectare qui sont suggérés dans ces densités. Et pour les centralités dites villageoises, comme les 3 que vous avez chez vous, le seuil, c'est 20 logements à l'hectare. Et ce n'est pas un maximum, c'est un minimum. Donc, c'est des densités où la Wallonie, à partir du moment où, théoriquement, c'est une centralité parce qu'il y a du service ou un bon transport en commun, c'est là qu'il faut mettre le plus de logements. Et donc, on peut monter dans une occupation du sol et dans une densification un peu plus importante. Si vous regardez la carte actuellement de votre territoire, les densités de 20-30 logements à l'hectare, il y en a très peu, parce qu'historiquement, vous êtes une commune qui a finalement s'est développée un peu partout de la même manière, même si il y a des villages qui ont cru un peu plus vite que d'autres, qui ont eu effectivement un peu plus de pression immobilière. Mais en termes de densification, comme on vous l'a dit au début, il y a un bon pouvoir d'achat, on cherche plutôt la ruralité, on va aller chercher une maison agréable avec un jardin, etc. Je ne dis pas que les autres maisons, les autres biens ne sont pas agréables, enfin c'est la tendance qui a eu lieu sur les dernières années, et donc forcément une consommation de l'espace. Alors c'est quoi une parcelle urbanisée? C'est une parcelle pour laquelle il y a eu un permis d'urbanisme et sur laquelle on a construit. Donc toute la parcelle, toute la superficie est considérée comme urbanisée. Si demain, par contre, on vient mettre un deuxième logement sur cette même parcelle, là, on ne parle pas d'urbanisation, parce que la parcelle a déjà été urbanisée. Et donc, il y a des, voilà, les densités actuellement, des petits zooms. Mais du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, effectivement, donc, dans les centralités villageoises, la région va considérer qu'on doit être minimum du 20 logements à l'hectare. Et donc, ça peut se traduire de manière différente sur votre territoire. Ce n'est pas forcément uniforme. Ici, il y a un peu l'explication caricaturale, mais si voilà, pour une densité qui se ferait sur un monobâtiment, ben alors on va avoir une tour d'appartement et tout le reste de la parcelle, donc c'est la même taille dans les 3 cas, j'ai aussi 1 hectare dans les 3 cas dans l'exemple. Ben, voilà, tout va être ramassé dans un bâtiment et effectivement, on est très loin de la ruralité telle qu'on la connaît. Entre les deux, on va avoir du logement mitoyen, ce qui est un peu présent notamment dans vos centres historiques, mais qui n'est pas non plus la norme. Et puis, sur la droite, ben, il y a un peu aussi un mixte avec encore un peu plus d'espace dégagé et des immeubles à appartements qui, dans les 3 cas, c'est la même densité, mais qui prend une forme différente. J'ai repris quelques images, capture d'écran. Juste par rapport au schéma, c'est qu'on est sur une densité élevée ici, hein, c'est pas la densité préconisée. Oui, mais c'est pour expliquer la notion. C'est simplement pour vous expliquer la notion. Donc ici, on est plutôt dans la préconisation des centralités à 20 logements à l'hectare, donc ce sera plus loin. Mais donc effectivement, on a vu que sur la Bruyère, le nombre d'appartements et la forme appartement existent très peu. On était sur environ 5%. J'ai repris les quelques exemples qui du coup existent déjà, où effectivement on sent qu'il y a une volonté, donc les 2 photos sur la gauche, de s'intégrer quand même dans la forme rurale, mais en fait à l'intérieur du bâtiment, c'est plusieurs logements. Donc c'est un peu vers ça que veut faire tendre la région dans les centralités, c'est essayer de densifier. Après, libre à vous de cadrer aussi la forme. Donc voilà, et à l'inverse, vous avez sur la droite le bâti qu'on a plus connu les 20 dernières années sur ce territoire, avec l'habitat ouvert, donc la 4 façades, et quand même quelques exemples aussi, donc on a un Meux d'habitat déjà mitoyen et donc plus dense, où là on va déjà être, la photo, la partie gauche, on est déjà finalement sur du 50 logements à l'hectare, en fait, parce que la parcelle est assez petite, le jardin est assez petit, et c'est des petites maisons mitoyennes. Et donc en fait, voilà, un chiffre de densité peut prendre différentes formes, et ça devra aussi guider Voilà pour les principales statistiques. Je dis, il y a plus d'éléments et plus de détails dans le rapport. Peut-être consommer un peu de temps. Pas du tout. Moi, si je voudrais vraiment vous remercier, et si je peux prendre la main,
Voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que je pense que c'est très intéressant et ça fera l'objet de débats à l'avenir, mais c'est une bonne base de réflexion. Moi, je voulais aussi, parce que on entend beaucoup de choses au niveau de manière générale, quand on parle avec les bourgmestres, qu'on est une époque où on casse la ruralité, puisqu'on a quand même, on a mis beaucoup de bourgmestres dans des communes au niveau rural et qu'on entend les citoyens dire certaines choses. Et par curiosité, et je vais vous, j'espère qu'on va la voir, voilà. Ça c'est le village de, je ne sais pas si je peux encore arriver à documenter un peu, non, voilà. Ça c'est le village de Rhine. Le village de Rhine, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est en 1971, et j'étais déjà né, donc ça veut dire que c'est pas si, il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand vous regardez, bien là, si vous voyez avec ma flèche, c'est la rue Bonway, où il n'y a aucune nouvelle maison. Ici, c'est le lotissement des Acacias, il n'y a aucune nouvelle maison. Tout ça ici, c'est le quartier de l'eau bleue, il n'y a rien. Si vous allez rue des Chômeurs, il n'y a aucune nouvelle maison. Si vous allez rue de la Palisse, il n'y a aucune nouvelle maison. Si vous remontez la rue de la Station là, il n'y a aucune nouvelle maison. Si vous allez ici au Spinois, il y a, au Spinet, pardon, il y a très peu de maisons. Et donc, je me souviens des discussions de mon grand-père, donc c'est un peu la ruralité de nos grands-parents et de nos parents. Pour eux, c'était leur ruralité, c'était leur village, et je me souviens qu'il y avait des discussions avec mon grand-père, Dieu, ça n'arrête pas, on fait construire partout, et c'était le sujet de discussion avec mon père, avec mon oncle, en disant, on a envie de rester dans le village, on fait construire, d'ailleurs ils ont fait construire, quoi. Et la ruralité que nous, on défend aujourd'hui, je vais essayer de dézoomer, je ne sais pas comment, voilà. Voilà aujourd'hui Rhine. Et donc c'est notre ruralité. Donc si je reprends la carte avant, vous voyez rue Bonway, tout ce qui a été construit. Le quartier de l'eau bleue, quand vous regardez ici, j'ai rien contre les gens du quartier de l'eau bleue, quelque chose mais c'est 79 maisons, c'est 79 ménages qui sont venus entre 1971 et aujourd'hui, c'est plus de 100 voitures qui sont là, si on parle de mobilité. Et maintenant, c'est plus du passage à niveau. Vous voyez la rue des Chômeurs, vous voyez. Et je pense que finalement, en traversant les époques, entre nos grands-parents, nos parents qui avaient une idée de la ruralité, et aujourd'hui, pour nous, la ruralité du village, c'est celle-là, alors qu'il y a eu, je ne sais combien de dizaines, de centaines même de maisons supplémentaires, et le village existe toujours. Et je vais me permettre de vous montrer un autre village, parce que j'ai fait l'exercice aussi sur Meux. Et donc vous voyez Meux centre en 1971, voilà. Et là vous voyez qu'en plein centre des villages, il y a des prairies où il y avait des vaches, où il y avait, voilà, et il y a des personnes qui à un moment ont décidé de vendre leur terre, puisque tout Meux était à bâtir. Et je vais vous montrer Meux aujourd'hui. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Bon. Si c'était celui-là. Hop, voilà. Voilà Meux aujourd'hui avec, là vous voyez les prairies que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà Meux. Donc, quand on dit aujourd'hui que les majorités ou les politiques cassent la ruralité, je pense qu'entre 1971, ces deux exemples, Rhine et Meux, vous voyez quand même à quel point ça grandit. Est-ce que les gens de Meux sont malheureux? Je ne le pense pas, puisque certains appellent Meux Menaco, qui sont bien. Il y a, comment déjà, je pense en tout cas, toujours cet esprit de village qui est présent. Pourtant, entre 1976 et aujourd'hui, il y a une augmentation de 1106 habitants sur Meux. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le politique, c'est délicat. Et on entend bien que la région wallonne a des volontés et qu'on devra à un moment réfléchir à ça, mais il y a quand même eu une certaine évolution des villages, et c'est les deux villages les plus parlants en tout cas sur la Bruyère, c'est Rhine et c'est Meux, avec le nombre de maisons qui ont vachement augmenté. Donc je pense que le politique aujourd'hui essaye de garder ce rythme-là sans casser cet esprit de ruralité qui n'est pas celui de nos parents, de nos grands-parents, puisque nous, on a eu l'occasion entre-temps de faire construire, d'être là et d'y être bien. Voilà, je veux montrer un petit peu l'évolution sur 50 ans des villages, et des deux plus gros villages de la Bruyère.
Voilà. Je ne sais pas si, enfin, je ne joue pas le rôle, s'il y a des questions. Non, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la présentation du BEP. Je veux dire qu'il y a eu pas mal de débats, il y avait certains politiques, oui, il y a certains politiques qui étaient présents avant différentes réunions, et je trouve que c'est un diagnostic qui est quand même très intéressant, parlant, et qui est en tout cas une bonne base de réflexion pour mener notre schéma de développement communal. Vous serez toujours à nos dispositions, j'espère. Bien entendu. Voilà. Ah, je ne sais pas. Oui, apparemment il y a une question. Oui, merci Président. Mais c'est toujours par rapport à cette notion de ruralité finalement, puisque vous l'avez évoqué tous les deux. Merci pour votre présentation. La population recherche la ruralité, mais le bourgmestre a bien dit, la ruralité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Quelle sera la ruralité de nos enfants peut-être demain? Y a-t-il des projections, enfin, y a-t-il des critères qui déterminent à l'heure d'aujourd'hui la ruralité? Alors, les critères qui sont utilisés généralement c'est la densité, enfin, le nombre d'habitants global par hectare, donc c'est exactement le seuil, mais à l'échelle de l'ensemble de la 150 territoire, donc je pense que c'est 50 habitants. 150 habitants, effectivement. Oui. Et ça, c'était un des indicateurs, notamment sur la ruralité, mais elle est pas. Elle peut être définie de différentes manières. Après, si on rentre dans les détails, effectivement, en fonction soit d'aide, soit d'accès, par exemple, à certaines stratégies, ou soit dans le milieu géographique, on peut avoir des éléments. Mais c'est clair que notre territoire est un territoire rural, est toujours un territoire rural, mais dans un contexte, il faut pouvoir, en fait, dans un des axes les plus en développement de la Wallonie. Et donc ça, vous l'avez depuis longtemps, et donc vous jouissez de beaucoup d'infrastructures, de belles localisations, et donc voilà, une attractivité indéniable. Et ça restera la vie. Et donc voilà, c'est une réalité effectivement à co-construire ensemble. Si je peux me permettre, et c'est vrai que quand je vois des petites communes de la province du Luxembourg qui cherchent après des médecins, ou même certaines régions en France, alors que nous ici, quand on voit le nombre de cabinets médicaux qu'on a, de médecins généralistes, de centres de santé, de piscines privées, enfin privées qui permettent des kinés, les dentistes, donc je pense qu'effectivement, on est une commune très attractive, et je crois que le mois prochain, on pourra présenter un travail de la province, et on verra que finalement, il y a vraiment un bien-être, et même, je pense que ce sera démontré que le bien-être à la Bruyère est un des plus grands au niveau de la province de Namur. Donc, quelque part, on présente parfois la Bruyère sur une mauvaise image, alors que finalement, quand on interroge les gens et qu'on voit les images et qu'on pose un diagnostic, eh bien, je pense qu'il fait bon vivre à la Bruyère. Voilà. Maintenant, il faut qu'on soit prudent pour l'avenir, mais il faut aussi préparer l'avenir des enfants et des petits-enfants. Voilà, merci. Oui, c'est une question un peu plus technique. Merci d'abord pour votre présentation. Voilà. J'entends bien, donc 2050, c'est demain, c'est dans 20 ans, il sera dans cette génération, on sera très vite. Il y a le schéma de développement communal qui sera décidé ici au niveau communal. Il y a aussi toute la problématique du plan de secteur. Le plan de secteur reste la référence. On va définir des centralités qui sont autres que celles de la région wallonne. Et donc, les propriétaires terriens sont toujours propriétaires de terrains construits, et sur lesquels, au final, on ne pourra peut-être plus construire. On pourra toujours, mais on devra privilégier les centralités, si j'entends bien. Mais à ce moment-là, la commune, par rapport à ces terrains, qu'est-ce qu'on devra faire? Qu'est-ce qu'on les répond? Parce qu'on a plusieurs promoteurs, même des particuliers qui veulent faire construire sur un terrain qui est à bâtir au plan de secteur. Quelle sera la réponse qu'on pourra leur donner? C'est peut-être trop tôt maintenant, hein, mais je Une donation à la commune. Pardon? Une donation à la commune. Pense pas. Voilà, c'est une problématique. Donc en fait, je peux répondre? Oui, je m'en prie. Donc dans la grande évolution effectivement de l'aménagement du territoire qui a été entamée sur la période précédente, effectivement il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc la période précédente, qu'est-ce qui a été fait? C'est les objectifs, c'est les grands objectifs de la région
Et quand on dit zéro artificialisation nette, il y a d'autres. Voilà, c'est un objectif, c'est un souhait. Est-ce qu'on va y arriver ou pas y arriver? L'idée, c'est d'avoir une trajectoire qui va tendre le plus possible vers ça. Et donc, la première chose que les gens ont voulu faire, c'est faire passer ce message-là en définissant ces nouveaux outils, donc ce schéma de développement du territoire, et en adaptant aussi le code par rapport à ça. Le plan de secteur et l'SPM, évidemment. Cette législature ici, le message est de dire, nous, aux communes, finalement, de s'approprier ça, essayer de le traduire le mieux possible, le plus possible dans son propre document, et donc, d'où l'initiative de diagnostic, d'où aussi, en tout cas en province de Namur, les communes se lancent beaucoup dans leur schéma de développement communal pour voir si ça marche pas. On a été aussi parfois sceptique, est-ce qu'il y a suffisamment de terrain, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est même techniquement faisable de mettre 3 logements sur 4 dans une centralité, qu'est-ce qu'on va produire comme forme, est-ce que c'est bon, pas bon. Et donc là, il faut aller un peu dans le détail, soi-disant, c'est possible ou pas possible. Donc ça, c'est le travail de maturation-là, de définition, de texte, et puis viendra alors le moment du monitoring, les permis, les annexes, les permis d'urbanisme ont déjà évolué pour permettre finalement, par grand territoire, en ce qui nous concerne, c'est le territoire de la province de Namur, le fonctionnaire délégué aura une vue sur l'ensemble de tous les permis et de la consommation finalement de l'espace. Et donc, année 1, année 2, année 3, il va pouvoir voir une trajectoire et voir si globalement, à l'échelle de la province, est-ce qu'on s'en approche ou au contraire, est-ce qu'on s'en écarte. Donc si on s'en approche, tout va bien, on est dans la trajectoire, il ne se passe rien. Et si on s'en écarte, eh bien, il va devoir informer son ministre, le futur ministre, en tout cas, à partir du moment où le monitoring sera fait, en lui disant, nous, en province de Namur, ça ne marche pas, on est toujours sur le trend d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, et il y a trop de consommation d'espace. Et là, quelles seront les mesures supplémentaires qui seront prises? Personne ne les connaît. Et on ne sait même pas quel sera réellement le phénomène d'urbanisation. Donc on est plutôt dans un outillage avec un objectif que dans une réglementation très stricte. Donc il y aura effectivement, et ce n'est pas facile pour les communes, donc c'est pour ça aussi que le conseiller délégué les encourage à se doter d'un document, des situations d'arbitrage où je suis propriétaire d'une belle parcelle, une grande parcelle de plus d'1 hectare, je veux faire quelques lots, combien de lots est-ce que je peux faire, ça, et donc ça, le schéma définit effectivement des densités acceptables dans la lignée des orientations régionales. Et donc c'est un document qui deviendra un document de référence. Après, plus difficile effectivement à mesurer, les 3 logements sur 4, il n'est pas demandé à ce que ce soit la commune qui monitore. Normalement, le monitoring se fait au niveau délégué, donc l'ensemble de la province. C'est un peu le dispositif qui est mis en place, mais c'est, comme toute nouveauté, c'est radicalement différent de tout ce qu'on a pu connaître. Donc il y aura du frottement par endroit, ça. Oui. Le futur gourmet sera du boulot. C'est très bien. Un grand merci à vous. Bon retour. Ça ne vous donne pas envie de venir habiter à la Bruyère? C'est une très belle commune. Quand je vois les prix, il y a beaucoup de gens qui la trouvent très belle. Oui, je pense aussi. Donc voilà, c'est une très belle conclusion. Merci de trouver que la commune de la Bruyère est une très belle commune. Merci à vous pour ce dernier mot, ce dernier message et bon retour. Voilà, donc pendant qu'il se prépare pour partir, je vous propose qu'on passe au point 3. Encore merci à Claire et Patricio pour leur présentation. Donc le point 3, règlement complémentaire de sécurité routière, section de Toulouse. Oui, donc sur la place de Rhine, on a pu décrocher un subside pour vaporiser l'îlot central et le long de l'ancienne administration communale. Du coup, les services ont réfléchi à un aménagement. Alors, il y a un plan, et vous l'avez sans doute vu, il y a un plan qui existe, donc il ne faut pas regarder le plan comme s'il était terminé, c'est plutôt un plan en termes de mobilité. Et donc, ce qu'on proposera pour faciliter les choses, c'est que quand on vient de la pharmacie, c'est de faire la chicane par le terrain de Valpelote, et quand on vient de l'église, c'est d'aller tout droit. Et cette partie, la zone entre l'îlot central et
l'ancienne administration communale sera plutôt réservée à du stationnement, à la fois pour la garde médicale, à la fois pour la crèche, à la fois pour la pharmacie, et aussi un parking, je veux dire, organisé pour les entrées et les sorties des écoles. Donc, ne regardez pas trop l'aménagement, c'est pour avoir une idée de ce qu'on se voudrait faire, mais là aujourd'hui, c'est vraiment sur la mobilité et la circulation qu'on vous demande de vous positionner. Est-ce qu'il y a une question, remarque? Oui, Jean-François. Voilà, donc la mobilité, c'est bien qu'on en parle. On a quand même des petits commentaires à faire par rapport à cette proposition de changer le sens de circulation sur la place de Rhine. Quelques observations simplement. Le plan, donc il y a eu un rapport d'un service et le plan a été réalisé le 28 juillet. Donc il y a quelqu'un qui est venu imaginer un petit peu le sens de circulation, le nombre de places qu'il fallait mettre sur la place de Rhine. À 28 juillet, c'est un jour en général où la moitié des Briérois sont en vacances. Donc ça c'est déjà peut-être opportun comme date pour venir faire un rapport. Sur base des photos prises le 20 novembre 2025, à 14 h, on comptabilise 46 véhicules, auxquels s'ajoutent 8 véhicules à l'arrière du bâtiment de l'ancien bâtiment communal. La piste cyclable qui passe, donc qui a été dessinée quand même, M. le bourgmestre dit qu'il ne faut pas se baser sur le plan, mais on a quand même un plan qui est devant nous. Donc la piste cyclable qui passe devant les commerces, devant la poste, devant le bistrot, devant les garages de riverains. La piste cyclable termine un petit peu bizarrement dans le mur, donc il n'y a pas vraiment de délimitation qui est faite pour... c'est un plan qui n'est pas très bien ficelé, me semble-t-il. Il faut prendre en compte l'importance aussi de la présence de nombreux véhicules entre 15 et 15h30, heure à laquelle les parents viennent chercher les enfants à l'école. Parmi les 48 places occupées, dès le matin, au moins 20 le sont par des voitures du personnel de l'école, par exemple. Ne faudrait-il pas déjà aussi imaginer un emplacement, peut-être à l'arrière de l'ancienne maison communale, pour que les enseignants puissent s'y garer? Conséquence de ce remplissage, il n'y a plus de parking accessible pour les Briérois souhaitant se rendre à la poste, ce qui pose problème notamment pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, les indépendants ont été concertés dans ce schéma de modification du sens de circulation. Alors, le collège présente au conseil communal uniquement un règlement complémentaire de sécurité routière, signalisation, sens interdit, stationnement, sans soumettre le point distinct sur le projet global d'aménagement de la place de Rhine. Cette dissociation pose un problème majeur quand même. En effet, la délibération mentionne, si vous avez tous lu la délibération, mentionne explicitement le réaménagement de la place de Rhine et évoque un projet subsidié de végétalisation du milieu central. Mais ces éléments n'apparaissent que comme contexte justifiant les modifications de circulation, sans faire l'objet de présentation et d'une discussion ou d'un vote séparé sur le projet architectural et paysager global, les coûts, c'est intéressant, et le financement, le calendrier des travaux, l'impact sur les riverains et les commerces, les critères de végétalisation et d'aménagement durable. Cette méthode revient à faire adopter par le Conseil les conséquences réglementaires d'un projet d'aménagement qui n'a jamais été soumis à son approbation formelle. Je vais passer dessus. Voilà. Les conséquences de cette approche, c'est le contournement du contrôle démocratique, l'absence de débat sur les choix d'aménagement. Les questions essentielles ne peuvent pas être débattues. Pourquoi ce type d'aménagement plutôt qu'un autre? Le projet répond-il aux besoins des usagers? Les alternatives ont-elles été étudiées? L'investissement est-il proportionné aux objectifs? L'investissement, nous ne le connaissons toujours pas. Impossibilité d'évaluation financière, je viens de le dire, sans point distinct présentant le projet global avec son budget détaillé. Les conseillers ne peuvent pas exercer leur mission de contrôle des finances publiques. Est-ce que ça peut intéresser les conseillers de contrôler les finances publiques? Confusion des responsabilités. Si tel problème survient ultérieurement, excusez-moi,
le collège pourra arguer que le conseil a approuvé le règlement de circulation, tandis que le conseil pourra légitimement contester n'avoir jamais validé le projet d'aménagement global. Par contre, des alternatives politiques peuvent être envisagées. Aménager la piste cyclable à double sens, le long du bâtiment communal par exemple, supprimant ainsi la portion devant la poste, le bistrot et les riverains. Créer un espace de parking dans la cour arrière de la salle communale, de l'ancienne salle communale, supprimant dédié notamment aux enseignants et aux utilisateurs des salles et de la nouvelle crèche. Il convient cependant de noter que cette cour est actuellement occupée par des véhicules de l'administration communale, qui semblent aller un peu à la ronde. Si cette solution est mise en place, évidemment, les 23 places prévues sur le plan seraient alors suffisantes pour couvrir les besoins. Petite question, quand on fait des aménagements comme ça, il va y avoir des marquages au sol, il va y avoir quand même pas mal d'aménagements qui vont coûter de l'argent, il va y avoir le petit aménagement de l'îlot central avec des plantes et des arbres. Est-ce qu'il n'est pas plus utile d'imaginer de refaire la place tout simplement? On va faire la place, donc tout le monde sait bien que le revêtement sur cette place-là est quand même fort abîmé. Donc est-ce qu'on ne fait pas un peu les travaux avant faire? Donc ça c'est une question que je suppose que vous voulez poser. Donc on a des questions bien précises pour le collège. Pourquoi le collège présente-t-il au conseil uniquement un règlement complémentaire de sécurité routière sans soumettre un point distinct et complet sur le projet global d'aménagement de la base de Rhin, incluant des aspects architecturaux, paysagers, financiers et calendaires? Le projet global de réaménagement a-t-il fait l'objet d'une délibération antérieure au conseil communal, approuvant le principe, le budget et les modalités, où le collège attend-il de faire valider implicitement ce projet par l'adoption du présent règlement de circulation? Le collège s'engage-t-il à présenter lors d'une prochaine séance du conseil communal un point distinct détaillant le projet complet d'aménagement avec l'ensemble des éléments, plan, budget détaillé, le budget, sources de financement, calendrier, consultation des riverains et commerçants, avant le lancement effectif des travaux? Savons-nous quand ces travaux vont être mis en place? Dans l'hypothèse où le conseil communal adopterait le règlement de circulation mais exigerait ensuite des modifications substantielles du projet d'aménagement global, le collège serait-il disposé à revoir ces modifications? Ou considère-t-il que l'approbation du règlement vaut validation définitive du projet dans son ensemble? Donc ce qui nous pose problème ici, c'est évidemment pas le sens de circulation qui pour nous semble être une bonne chose, mais c'est surtout le fait qu'on ait un projet qui a l'air déjà bien mis en place, et donc on aimerait bien savoir si les consultations vont avoir lieu pour faire évoluer ce projet et surtout pouvoir quantifier les finances qui seront liées à celui-ci. Merci. Alors, je peux répondre à quelques questions. En fait, c'est notre conseiller en mobilité qui est revenu sur base du budget, puisqu'il y a un budget qui sera déterminé et il y a un subside de 86 000 euros, de 82 000, pardon, qui a été octroyé. L'idée, c'est d'abord de définir le plan de circulation et en plus, et après, de rediscuter de l'aménagement. Je l'ai dit avant, l'aménagement, c'est pour avoir une idée de ce qu'on veut faire, ce n'est pas l'aménagement définitif. Alors notre conseiller en mobilité, forcément qui a déjà consulté quelques personnes, continuera son travail et fera une présentation définitive avec un budget précis. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est sur le principe, est-ce qu'on peut, alors on voit qu'il y a des pistes cyclables qui sont dessinées mais qui ne sont pas définitif, c'est pour avoir une idée. L'idée ici, c'est de faire valider un règlement complémentaire de circulation sur la baïonnette pour pouvoir, à un moment, travailler convenablement et par étapes. Et il y aura, je veux dire, effectivement une consultation des citoyens. Il y a déjà eu quelques discussions avec la carte médicale, notamment pour le nombre de personnes, pour le nombre de places PMR. Il y a une place PMR aussi qui est déjà indiqué pour la pharmacie. Il y a une crèche, donc il y a vraiment une maison de service médical qui est là. Les voitures qui sont derrière, forcément, pour le moment elles sont là, mais on est obligé, puisque quand il y a des saisies de police, on est obligé de les stocker quelque part pendant une durée de 6 mois, et donc on ne peut pas les mettre n'importe où non plus, parce que sinon elles sont squattées. Donc le meilleur endroit pour le moment, c'est de les mettre derrière l'ancienne administration communale.
communal. Donc tout ça doit encore faire l'objet de réflexion. Et évidemment, si on sait déplacer des voitures, par exemple des enseignants de l'école communale ou de l'école des sœurs derrière, ben oui, ce sera d'autant mieux pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui va se construire par la suite aujourd'hui. Et je pense avoir dit avant, c'est simplement sur le principe de la baïonnette, en allant de la pharmacie, en passant par le terrain de Papelotte et de l'église, d'aller tout droit. Si on se positionne aujourd'hui, on peut garantir, le collège peut garantir qu'il y aura un travail qui sera fait en concertation avec les riverains et avec les commerçants et avec la garde médicale, la police qui est aussi à cet endroit. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 3 s'il n'y a plus de questions. Donc y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 4. Règlement complémentaire de circulation routière, section de Meux. Oui, ben c'est un point qui était déjà revenu ici sur la table par rapport aux 30 km/h, puisque, souvenez-vous, quand il avait été décidé ensemble, enfin au conseil communal, de passer cette route à 30 km/h pour différentes raisons, comme le prolongement des trottoirs et routes en pavé, et donc on avait validé le plan, le tout premier plan à 30 km/h. Ensuite, il y avait une remarque justifiée ici au sein du conseil communal, et donc il y avait eu un arrêté provisoire qui avait été pris, et puis le conseiller, l'inspecteur de la région wallonne est passé, il a fait le document adéquat qu'on vous demande aujourd'hui de passer définitivement ce tronçon à 30 km/h. Est-ce qu'il y a une question pour Marco? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 4. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 5. Règlement complémentaire de circulation routière, section de Popesby. Oui, ben, vous avez vu qu'il y avait un tout nouveau tronçon qui a été réalisé entre le rond-point Didi pour aller vers les Innes. Il y avait une partie qui était à 90 km/h, mais la volonté au village des Innes et de l'administration communale de Jean-Loup, c'est de passer le tronçon où il y a toutes les maisons à 50 km/h, sauf que le règlement interdit de passer directement de 90 à 50 km/h. Donc, il y a eu une concertation entre l'administration communale de Jean-Loup, la région wallonne, puisque c'est une route régionale, et l'administration communale de la Bruyère, puisqu'il y a une partie du territoire de la Bruyère qui est concernée, et donc c'est de passer ce tronçon de 90 km/h du rond-point Didi jusqu'à l'entrée des Innes à 70 km/h, ce qui permet à ce moment-là de passer à 50 km/h sur le territoire des Innes, enfin sur la commune de Jean. Donc c'est de passer de 70 à 50, alors qu'avant c'était 90, et ça ne permet pas à ce moment-là de passer de 90 à directement 50. Et ça n'a pas été simple. Je vous assure que ça n'a pas été simple de mettre les deux communes et la région wallonne autour de la table, avec les petits bouts de territoire de Jean-Loup, les petits bouts de territoire de la Bruyère, ce que la région wallonne demandait, donc ça a pris un certain temps, mais voilà, si vous pouviez voter pour, ça nous arrangerait puisqu'on a un accord. Surtout que ça arrangerait les gens des Innes. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ou autres? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 5. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 6. Zone de secournage, exercice 2025, modification budgétaire numéro 2. Services ordinaires et extraordinaires. Oui, voilà, c'est de fixer la dotation définitive à 162 903,49 cents, non plutôt 162 903 euros, qu'est-ce que je raconte 162 903 000 euros, 49 cents. Voilà, il n'y a rien de changé par rapport à ça, c'est de fixer la dotation définitive. Merci. Pas de remarques, pas de questions? Très bien, oui. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point-ci. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 7. Patrimoine communal, mise à disposition d'un local, section de Meux. Thierry. Oui, merci Président. Eh bien voilà, nous continuons notre petit tour de convention avec les occupants de la maison de village de Meux. Hein. Vous savez qu'il y a peu, nous avons équipé 4 salles pour permettre à l'associatif et à
rappelle, il y a 4 locaux à l'étage donc, qui sont au-dessus du syndicat d'initiative qui sont proposés à l'associatif. On a 4, ça tombe bien, elles portent chacune le nom d'un des vignobles de la Bruyère. La Falise, le Village, le Chenois et le Vignoble, tout ça on fait un petit peu plus en même temps. Alors ici, il s'agit de mettre à disposition d'un nouveau groupement artistique qui s'est créé durant l'été dernier. Des artistes, poètes, écrivains, peintres qui se sont réunis à plusieurs reprises dans le parc communal. Et donc la situation hivernale nécessitait qu'ils puissent se rassembler dans un endroit plus confiné, plus cocooning. Et donc ils occuperont la salle La Falise, donc c'est celle qui se trouve au premier étage de l'Osmo Jaune, juste au-dessus finalement de syndicat d'initiative. Ils occuperont un jeudi par mois en soirée, 19h à 21h30. Rappelez que donc, la gratuité leur est fournie puisque c'est un collectif qui propose aux citoyens de la Bruyère cette option culturelle et artistique. Mais donc on considère malgré tout qu'il y a un forfait pour les consommables qui doit être pris en charge par occupation. Donc il s'agit de 30 € pour les consommables, une durée de convention qui porte sur 3 ans renouvelable, et bien sûr le locataire s'acquittera des assurances incendie et responsabilité civile inhérentes à ce type de location. Vous avez en annexe évidemment le projet de convention. Voilà, il nous proposer d'approuver cette convention avec le groupement à l'envers. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ou autres? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce conseil. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 8. Patrimoine communal mis à disposition d'un local. Section de Meuse. Thierry. Et voilà, on reste dans le même bâtiment et on monte d'un étage, puisque nous proposons la salle Le Chenois pour la SBL Meuse 777. La particularité qui est faite ici, c'est que nous avons une convention qui est proposée ici, mais une volonté en tout cas de l'SBL de soutenir la commune, et donc il nous avait signalé qu'il souhaitait pouvoir, avec les gains engendrés par notamment les jeux intervillages, apporter aussi leur soutien. Ça se fait par en tout cas l'équipement des 4 salles que je vous ai citées, qui portent les noms de chacun des vignobles de l'entité. Donc c'est un beau geste de la part de la SBL, je pense qu'on pourra en tout cas bien les remercier pour cela. Ils investissent dans la commune et dans le village, ce qui est chouette. Et le Saint-Denis, par ailleurs, a une dynamique similaire, on en parlera plus tard, mais aussi souhaite soutenir la commune et en l'occurrence Saint-Denis. Alors ici, c'est une gratuité qui leur est proposée. La prise en charge des consommables se fera par la commune en contrepartie. La gratuité est proposée pour une période de 10 ans. Ici, ils géreront ce local, donc ils l'occuperont à titre principal, mais ils pourront, lorsqu'ils ne l'occupent pas, le mettre à disposition. Mais c'est vraiment eux qui vont faire la gestion de ce local. Je l'ai rappelé, ils vont meubler les 4 salles avec table et chaises. On parle de 20 chaises et les tables inhérentes aux différents espaces. Et ils pourront occuper, tout comme l'association précédente, la kitchenette qui se trouve sur le palier, et bien sûr les toilettes. De nouveau ici, c'est une gratuité de 10 ans qui pourrait être renouvelable. Vous avez, tout comme pour le point précédent, la convention qui se trouve en annexe de ce point. Voilà, donc je vous propose, s'il n'y a pas de questions, toujours qu'on passe au vote de ce point 8. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 9. Patrimoine communal mis à disposition de locaux, section de Rhine. Thierry. Voilà, nous changeons de village, nous allons sur Rhine, et donc ici nous proposons également de renouveler l'occupation et le collectif migrant. Vous savez que la période hivernale est compliquée, et donc l'idée c'est de poursuivre la mise à disposition du local pour l'homophile pour une période de 12 mois. Vous l'avez également en
annexe avec un maximum de 8 migrants pour occuper l'espace. Pourquoi oui? Pour des raisons évidentes de sécurité, de bien-être pour chacun des occupants. Donc il s'agit du local colombophile pour une période de 12 mois et également la possibilité de jouir du local aéré durant l'hiver, avec quand même la commune qui se réserve le droit de pouvoir proposer cet espace-là à un associatif si une demande venait en cours de route. Vous savez que ce local est occupé par la Valpelote, qui pour l'instant, en tout cas, est en temps mort, on va dire que ça veille. Et donc voilà, il y a toujours l'opportunité de pouvoir mettre à disposition le local, mais tant qu'il n'est pas sollicité par quelqu'un d'autre, c'est bien volontiers qu'il est mis à disposition du collectif migrant. Savoir aussi, dernière chose à préciser, que l'utilisateur payera les charges d'un montant forfaitaire mensuel de 150 €. Voilà, merci Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ou autres pour ce point 9? Non? Donc je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 10, RCA de Jambon, partenariat, projet de construction d'un bassin de natation. Désignation du représentant communal au sein du conseil d'administration. Thierry. Oui, ben donc vous savez qu'au niveau de la Jean Blou, créé comme nous l'avons fait ici sur la Brienne, le régie communale autonome pour pouvoir gérer le projet de construction et de gestion de la piscine qui verra le jour sur le territoire de Jean Blou. La RCA sera constituée par des conseillers communaux de Jean Blou, puisqu'elle est sur leur territoire, mais il y a en connexe de cette RCA la création de 2 comités. Un comité piscine et un comité RCA, comité qui, pour le comité RCA en tout cas, proposera des activités, etc. Concernant le comité piscine, là nous sommes concernés à la cause directement puisque, rappelez-vous, nous fonctionnons en supracommunalité, donc nous sommes partenaires de Jean Blou et à ce titre-là nous avons un membre du conseil communal qui pourra siéger le roi dans ce comité piscine. Alors il reste en tout cas ici à signifier, et la demande avait été faite de chaque groupe politique de faire connaître éventuellement un candidat avant de pouvoir voter pour l'un d'eux. Je propose que les différents groupes signalent peut-être qui est leur candidat potentiel. Et bien voilà, donc le directeur général me signale qu'il n'a reçu qu'une candidature pour siéger à ce poste de l'administrateur du comité RCA, et le nom proposé par le groupe Point B est M. Manu Gérard. Comme c'est une élection du 23, on n'a pas besoin de voter. Donc, oui, automatiquement unanimité. Donc on peut passer au point 11. Taxe pilon 3, mise en œuvre, prise de connaissance. Bonjour. Bonsoir à tous. Taxe pilote 3, donc c'est un droit de tirage qui est proposé par le gouvernement wallon, qui va permettre en fait d'améliorer le service aux citoyens dans différentes catégories. Je vais vous les citer. Donc il y a la cybersécurité, service de confiance, dématérialisation et simplification administrative, gouvernance de la donnée et intelligence artificielle, et autres projets soutenus par la commune relevant de la stratégie digitale wallonne. Donc, très intéressant pour notre commune. Donc, il faut savoir que le collège, en séance du 25 septembre, a décidé de valider le souhait d'adhérer à ce droit de tirage. Donc, ici, on vous demande de prendre connaissance de l'adhésion de la commune au droit de tirage pilote 3. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques ou autres? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 11. Y a-t-il des votes pour? C'est une prise de connaissance. Pardon. C'est pour voir si vous étiez attentifs. Nous aussi. Voilà. Point 12, pardon. Patrimoine communal, remplacement partiel du parc d'éclairage public. Donc là, rappelez-vous pour les conseillers
24 janvier 2019, on a décidé de marquer notre accord sur la convention avec Orez pour le remplacement du parc d'éclairage sur notre commune. Et donc, s'étalera jusqu'en 2029 ce remplacement, et en 2026, on vous propose de remplacer à la Roulière 167 luminaires. Et donc, les rues concernées sont les rues du Ruisseau, place Lucien-Séverin, place communale, rue au Caillou, rue de Suarlet, chaussée de Jambou, rue des Trollots, rue de Dossou, rue de Ried, rue du Hasoir, place Oscar Desneux et rue de Oiseau. Et donc là, on est sur un montant total de 66 206 € hors TVA. On a ici une intervention de l'ordre des services publics de un peu plus de 22 000 €. Il y a un solde de 44 000 € et qu'on vous propose qu'il soit financé par Orez, par un prêt chez Orez, pour un montant annuel de 4 561,53 € pendant 15 ans. Et donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de marquer votre accord sur le projet réalisé par Orez, par les estimations budgétaires que je viens de vous donner, de dégager la dépense en extraordinaire de 6 500 € qui est inscrit au crédit, et de financer cette dépense par les fonds extraordinaires, et de transmettre la présence à Orez. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, remarques autres? Donc là, comme ce n'est pas une prise de décision, on peut voter. Voilà, donc y a-t-il des votes pour le point 12? Unanimité, merci. Point 13, Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, CCATM en abrégé, renouvellement de sa composition et de son règlement d'ordre intérieur, ROI en abrégé. Valérie. Oui, donc avant tout, je voulais faire un petit mot simplement pour remercier tous les citoyens qui veulent s'impliquer dans ces commissions, dont la vie est extrêmement importante sur pas mal de projets. On est pas mal dans le feu de l'action pour le moment avec le projet de la rue Boé, mais je peux vous dire que la nouvelle commission va avoir du pain sur la planche parce qu'on a pas mal de gros dossiers qui se préparent. Donc voilà, nous avons, suite aux remarques de la tutelle, revu un petit peu la constitution en fait de la CCATM. Donc pour rappel, cette constitution tient compte de critères comme la parité, la situation géographique des candidats, ainsi que leur intérêt pour des matières bien précises comme l'architecture ou l'environnement ou l'aménagement du territoire. Donc nous proposons de désigner M. Éric Radley en qualité de président de la CCATM. Nous proposons de désigner en qualité de membre effectif et suppléant constituant le quart communal au sein de la CCATM les délégués de la majorité au conseil communal et choisis par celle-ci, à savoir M. Laurent Martin, ici présent comme effectif, M. Luc Frère comme suppléant. Ensuite, les délégués de la minorité au conseil communal et choisis par celle-ci, à savoir M. Laurent Botilde, comme suppléante Mme Rachel Vafilis. Ensuite, nous proposons donc au gouvernement wallon de renouveler la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité composée, outre des membres représentant le cadre communal désigné ci-avant, des membres suivants représentant les intérêts privés, sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux. Donc, comme membre effectif, nous avons Mme Colin Morgan, avec comme suppléant M. Marc Jossel. Comme effectif aussi M. Samuel Simonet, et comme suppléant Mme Régine Coulon. Comme effectif M. Raphaël Rollon, et comme suppléant Mme Caroline Lambert. Nous avons aussi Mme Nicole Brisy comme effective, et M. Guillaume Briot comme suppléant. Enfin, Mme Gliner comme effective, avec Mme Amélie Villeray comme suppléante. Enfin, M. Jean-Luc Renoupré comme effectif et M. Derek Whitman comme suppléant. Nous désignons aussi en qualité de membre composant la réserve, donc c'était aussi une remarque de la tutelle, c'est que vous avez omis de composer une réserve. Donc M. Éric Goderniot, M. François Zippo, M. Maximilien Debouche, M. Philippe Soutmans, M. Philippe Poncelet et M. Terry Van Velberg.
Par ailleurs, je remercie évidemment Sophie Oscan pour le magnifique travail qu'elle a réalisé durant la mandature précédente. Travail toujours réalisé avec rigueur, sourire, professionnalisme. Donc c'était vraiment très intéressant de la voir. Et je souhaite évidemment à M. Radley le même bonheur. Et voilà, j'en ai fini pour ma part. Laurent. Merci Valérie pour la présentation de cette composition de la CCATM. Tu l'as dit d'entrée de jeu, la CCATM c'est un organe important, elle aura du pain sur la planche. D'ailleurs, projet immobilier ici dont on a parlé la dernière fois, en effet, là c'est l'ancienne CCATM qui a été convoquée. J'ai posé la question au directeur général, mais quid le quart communal, au final, il est convoqué, mais démocratiquement parlant, il n'est plus représentatif au suite des élections, mais c'est toujours l'ancienne qui doit continuer. Donc voilà. Par rapport à cette composition, la fois dernière, on avait fait les remarques par rapport essentiellement, non pas, je le reprécise, par rapport au président que vous avez désigné, c'est non pas une attaque personnelle ou autre, c'est par rapport réellement au respect de la réglementation ici que je fais ce point. On avait mis en doute le fait que le CODET demande que la présidence soit exercée par quelqu'un qui ait une maîtrise des matières urbanistiques. Et la tutelle, au final, d'une certaine manière, nous a donné raison, vu qu'elle elle a demandé des explications. Elle n'a pas cassé réellement, elle a demandé des explications complémentaires sur les désignations qui ont été faites. Explications que vous avez formulées vous-même, en donnant des explications toujours, mais pour notre groupe, on pense que la CCATM, on votera avec vous, parce que la fois dernière, on avait quand même voté également pour, mais on émet toujours des réserves par rapport à la mise en place de la CCATM. On respecte maintenant les nouveaux critères de la parité, mais voilà, c'est fait au détriment de certaines personnes, et voilà, la réglementation est comme ça, et c'est dommage pour ces personnes qui sont écartées. Mais voilà, par rapport à cette présidence, nous autres, on estime toujours que ce monsieur, pour nous, n'a pas les compétences requises pour assurer cette présidence. On dirait présidence, oui, c'est aussi organiser, c'est donner la parole, c'est animer un groupe. Peut-être, je ne dis pas, c'est ce que vous formulez ici comme remarque, c'est ce qui manquait, que lui pourra apporter ça. Mais la remarque essentielle du SPOE, enfin du fonctionnaire ici, c'est réellement les compétences urbanistiques, et pour nous, il ne les a pas. Espérons, au final, la tutelle des sera peut-être passée, je n'en sais pas. Mais voilà, parce qu'on sait très bien, on a une présentation ici avant du web, on a le schéma de développement communal qui va arriver, et donc en plus de cette présidence, c'est pas uniquement animé, c'est également, vous savez bien, il y a toujours les services qui accompagnent la CCATM qui sont là, ou même les chemins de l'urbanisme est présent, et les services conseillent, guident un peu et donnent des explications techniques quand il en faut, mais être président, c'est aussi, pouvoir répondre aux questions techniques qui vont se poser dans le futur. Donc, malgré tous ces doutes par rapport à cette présidence, je le répète, c'est pas sur la personne, mais sur les compétences requises, et c'est pas nous autres qui les fixons, les compétences requises, c'est le législateur qui les a fixées au niveau wallon. Il demande une maîtrise en matière urbanistique, chose qu'il n'a pas. Donc voilà, mais nous voterons quand même pour. Je voulais juste le signaler. Merci. Oui, eux aussi, quand même, voilà, vous avez retenu ce monsieur. Je ne sais pas si les services ont pris contact avec les autres personnes qui sont reprises ici. On a quand même architecte fonctionnaire au SPOE qui est repris comme membre de la CCATM. J'ai un retraité architecte du SPOE, j'ai un étudiant en architecture master. Donc on avait des potentielles personnes qui auraient pu dire oui si elles avaient été consultées. Je ne sais pas si elles étaient consultées, mais voilà. Merci. Moi, par rapport à ça, j'ai juste une petite anecdote. Moi, je vous invite à regarder en fait les professions des anciens présidents de CCATM. Ils ne sont pas tous architectes. Et je pense que quand un citoyen est motivé, je le répète, c'est hyper important. À l'heure où on a du mal à trouver des personnes qui s'intéressent et qui s'investissent pour l'associatif et même pour le communal, je trouve ça vraiment très précieux. Et donc, voilà. Monsieur Radley, pour moi, est très compétent. C'est un ingénieur qui organisait pas mal de concertations, qui donc justement va exceller dans l'art de mener une réunion, ce qui est vraiment très difficile en CCATM parce qu'il y a des motifs qui parlent et donc souvent, en fait, les débats s'éternisent ou alors sont difficilement cadrés. Et donc je pense qu'il faut quand même vraiment cette compétence est vraiment essentielle dans ce cadre-là.
Et en plus, dans la candidature de M. Radley, il est bien insisté que l'aspect mobilité est mis en avant. Et l'aspect mobilité, je pense qu'avec les futurs projets ici qu'on va devoir mener, on va aussi en déguster, quoi. Et donc il fallait vraiment quelqu'un qui soit compétent dans ce domaine-là aussi pour nous, parce qu'après tout, nous, on est quand même tous les jours au chevet de la commune, on sait comment elle fonctionne, on connaît ses dysfonctionnements mieux que la tutelle, je pense. Donc à un moment donné, enfin voilà, il faut faire des choix. Et donc on a maintenu la candidature de M. Radley, qui est extrêmement motivé. Et donc je pense que tu le verras, puisque tu feras partie de la CCATM, et que tu analyseras à ce moment-là. Mais je pense que c'est important. Et important aussi de souligner qu'on a à chaque fois notre conseiller en mobilité qui est présent, donc M. Lambotte, aussi pour l'accompagner. Donc voilà, je pense que c'est un bon choix, mais l'avenir nous le dira. Oui, j'entends bien sur sa motivation, elle est là, et heureusement, tant mieux. Par rapport aux règles, oui, les anciens présidents, on en a tous connu plusieurs, et je vais dire, oui, les règles n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, et la dernière présidente, elle avait les compétences requises, elle était juriste de formation, mais dans tout ce qui était permis d'environnement, permis urbanistique, etc. Donc elle avait les compétences à ce moment-là, et je dis, les règles ont changé. Aujourd'hui, on a un législateur wallon qui nous impose que le président de la CCATM doit avoir des compétences techniques en urbanisme. Voilà, on n'a pas trop le choix. Et c'est comme ça, on verra, comme tu l'as dit, ce que la tutelle nous réservera par rapport à cette composition, mais on espère qu'elle se mettra le plus vite et le plus rapidement possible en place. Oui, je pense. Oui. Voilà, Laurent, je t'entends, je peux partager peut-être une certaine inquiétude, mais je pense que le rôle du président est un rôle où il doit fédérer, lancer une dynamique, et Valérie l'a très bien dit, on va parler de mobilité, et la volonté du service est de travailler avec la CLDR aussi, et donc on cherche après un président qui a à la fois des compétences en mobilité, mais aussi en dynamique de réunion. Les autres personnes que tu as citées, elles seront là, parce que le président, il amène cette dynamique, mais je veux dire, les personnes qui sont pertinentes en termes d'architecture et tout ça, elles seront quand même autour de la table, même les suppléants peuvent siéger. Et on invitera aussi, enfin pas moi, je ne participe pas, même si je peux participer de droit, mais je pense que chacun doit garder ses réunions et la main sur ses compétences. Il y aura aussi des demandes aux personnes de suivre des formations. Parce que c'est bien de postuler et de dire je fais partie de la CCATM, mais je crois qu'à un moment, il y aura un minimum de formation à suivre et on fera une recherche et on guidera ces personnes à faire des formations dans la mesure du possible, parce qu'il y a des personnes qui sont retraitées, il y a d'autres personnes qui travaillent, donc on ne peut pas les imposer, mais en tout cas, il y aura une demande de suivre des formations justement dans le cadre du schéma de développement territorial et de l'accompagnement que la CCATM pourra avoir au niveau du territoire et de la mobilité, il y aura une demande aussi de formation. Mais toutes les compétences, elles seront autour de la table. Le président, il va animer, il va créer cette dynamique, mais toutes les autres personnes, avec leurs compétences, auront autant d'importance qu'un président. Voilà. J'entends bien et je partage l'analyse, et comme la partage également, je présume. Mais voilà, à partir du moment où tu as un législateur qui impose des règles, il n'impose pas, il demande qu'on les suive. Oui, c'est un guide à suivre pour la commune. Voilà, la première fois, il nous a cassé, il nous a demandé des explications. Je ne vais pas me répéter, mais aussi quand j'entends monsieur une expérience en mobilité, c'est très bien, mais je pense que le gros dossier de la future CCATF, il y aura la mobilité, c'est certain. D'ailleurs, c'est dans votre plan stratégique transversal, vous faites de la mobilité quelque chose de central, et donc voilà. Mais je pense que le gros dossier, voilà, je me répète, mais ce sera le schéma de développement communal qui sera un gros dossier, et je lui dis qu'il va prendre du temps. Voilà, merci. Je vous propose du coup qu'on passe au vote de ce point 13. Il n'y a plus de questions du coup qu'on a. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 14. ASBL, Agence locale pour l'emploi, AIB en abrégé, représentants communaux aux assemblées générales. Régine. Merci, Perrine. Donc, pour rappel, le conseil d'administration de l'AIB est composé de 12 membres, dont 6 qui représentent le conseil communal. Et au conseil communal du 22 mai 2025,
on avait reçu les candidatures et voté d'ailleurs les candidatures pour Écolo de Danieli Marie-Hélène, pour DD Arroyo Soria Conchita, pour MRBV7 c'est Lambert Caroline, et pour Point DE c'est Joron Françoise Pire Maggie et Jean-Yves Echevin. Sauf que le 17 du 9, Jean-Yves Echevin a renoncé à ce mandat. Il faut donc lui trouver un successeur. Et le groupe Point DE nous propose la candidature d'Emmanuel Gérard. Point DE. Voilà. Oui, donc émission plan 3, c'est à l'unanimité. Donc je propose qu'on passe au point 15, patrimoine communal, acquisition de plantations de ligneux indigènes, accord cadre. Valérie. C'est juste une acquisition de plants ligneux pour les plantations de haies en fait. Voilà. Merci. Laurent. Oui, merci. Voilà, c'est juste quelques petites questions avant de pouvoir se positionner. Il y a juste, voilà, j'entends bien, c'est par rapport à un subside régional, donc on essaye de l'apurer, c'est quand même 43 000 € que la commune peut profiter dans le cadre, je vais dire, d'un marché futur. Il y a juste quelque chose en ligne de marché, pas la délibération, considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin. Alors moi je veux bien qu'on passe un marché, mais si on ne connaît pas les quantités, est-ce qu'on a un plan d'abord? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va mettre tous ces plans? Parce que si je reprends, on avait fait une question orale, et c'était le 25 avril 2024, donc il n'y a pas si longtemps, on parlait rue de Beaufoy à Saint-Denis, de Warizou à Warizou, du Vieux-Recours à Meux, place de Villers, Trieux de Fresnes à Émile, je pense qu'ils ont disparu d'ailleurs, hein. Place de Marette à Beauvais, donc voilà, j'ai plein d'endroits qu'on m'a cités, mais il n'y a toujours aucune plantation de fête. Ou alors elles ont été faites, mais elles ont été retirées ou broyées pour certaines. Donc voilà, j'entends bien, moi je veux bien qu'on lance le marché, j'ai pas de souci, on n'a pas de souci, mais on va les mettre où? Parce que si c'est pour les stocker et les réutiliser, on ne sait pas quand, etc., je veux dire, c'est de l'argent public d'une certaine manière qui est gaspillé. Alors est-ce qu'il faut le faire? Oui, si on a un plan, je suis d'accord, vous me direz, on peut les mettre en jauge, mais les mettre en jauge, quoi? Est-ce qu'on va les réutiliser? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Sur le fond, c'est compliqué au niveau du montage financier. Ça, on ne va pas se le cacher parce qu'il y a des subsides. Et vous savez, voilà, c'est le refrain qu'on entend tous les jours. On ne sait pas si on va avoir le subside ou si on va l'avoir. Mais nous, en attendant, notre volonté, c'est de planter. Donc avec Julien, on a défini en fait une échelle du temps et aussi des endroits où on va planter. Donc c'est le Trieux des Fresnes, c'est la route de Rhine, c'est vraiment des emplacements très précis qui ont été déterminés avec le service travaux. Et donc, évidemment, ici, on est le 27 novembre, on va commencer à planter. On a eu des plans ici via la journée de l'arbre, donc on va seulement commencer à planter. Maintenant, Baudouin peut m'en dire peut-être un petit peu plus sur le timing au niveau du service travaux, parce qu'on doit travailler en synergie, et c'est pas toujours facile non plus, parce qu'on est une commune vivante et active, et il y a toujours des imprévus et des retards, et donc voilà. Mais ici, on est bien d'accord qu'on est au mois de novembre, et à Sainte-Catherine, tout arbre prend racine, et donc c'est prévu de planter. J'espère, Baudouin, tu vas me confirmer. Non, c'est pas ça, mais si vous regardez bien, si tu as vu en fait tout le document, tu vois qu'il est repris, en fait, chaque commande va faire, donc une fois qu'il aura besoin d'un nombre dans son marché, il va faire un bon commande par rapport à ça, et il la fera pendant la période pour le planter. Donc tu parlais de jeter des plants, ça on ne jetera pas des plants. On va les jeter, on sait très bien
on en a mis en jauge, qu'il y en a déjà eu à l'époque, on n'a pas su planter. Je ne sais pas si c'est passé à l'époque, je ne saurais pas dire, mais ici, ce que je veux dire, c'est que Julien va déterminer le nombre de plants qu'il ne peut pas planter aux différents trucs qu'ils ont déterminés. À ce moment-là, il va faire son compte commande, il va avoir ses plants, il va les planter. Bon, à la bonne saison, bien entendu, mais c'est repris, hein, je veux dire ici. Donc l'entreprise devra pouvoir fournir les plans et les fournitures à la commune pendant les périodes de plantation, à savoir l'automne, l'hiver. Voilà. Donc ça c'est. Donc je veux dire, on ne va pas commander à un moment donné, on ne peut pas planter, c'est ça que je veux dire. J'essaie de te rassurer. Non. J'entends bien, mais alors ce qu'il aurait fallu dans le dossier, c'est peut-être ce plan au final de où on va planter. Alors s'il existe, je le veux bien. Monsieur le directeur général, vous pouvez demander à vos services de le distribuer à l'ensemble des conseillers communaux et pas uniquement au groupe MN. Comme ça, tout le monde là et tout le monde saura de quoi on parle. Parce que, voilà, je pense que ça intéresse tout le monde. Merci. Oui, il y a aussi des plantations qui sont encore prévues dans le parc, par exemple. Dans le parc, il y a toute une multitude de plantations qui ont été effectuées. Et donc, ce parc doit encore être arboré de manière très dense. On a aussi tous les aménagements anti-inondation, donc toutes les zones d'immersion temporaire, elles doivent être un petit peu plus étoffées que ce qu'elles ne sont pour le moment, parce qu'on a des espèces de prairies un petit peu creuses, mais voilà, les objectifs sont là, sont clairs et définis maintenant. Voilà, entre la théorie et la pratique, il y a toujours malheureusement une petite marche, mais la volonté est là et on vous transmettra le plan. Je m'y engage. Oui, je le prends pour clôturer. Merci pour voilà, nous la rassurer parce que quand on voit le marché, on a peut-être peur, on va juste chercher le subside, on lance le marché, on prend les plans et puis on verra ce qu'on en fait. Mais si on nous dit aujourd'hui qu'il y a un plan de plantation qui sera établi sur 3 ans, nous la rassurer. Et merci. Voilà, donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 15. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 16, patrimoine communal, achat d'une étendeuse Baudon. Voilà, achat d'étendeuses. Achat de l'épandeuse. Donc là, on voit que finalement, c'est un cahier de charge qui a été bien revu. Donc on voit que les services ont pu changer leur manière de fonctionner et que finalement, les cahiers de charge sont revus comme il se doit. Donc ça, j'ai envie de commencer le point de féliciter déjà, hein, puisque là, on voit qu'il y a eu pas mal de changements par rapport à tout ça. Donc merci à eux. Et donc ici, en fait, on avait déjà, j'essaie de trouver la date, voilà, le 29 août 2024, on avait déjà adopté au conseil communal un cahier de charge pour les vendeuses, en fait. Ce qui s'est passé, ben, c'est que il y a une procédure de passation qui a été lancée le 8 décembre 2024 avec ce cahier de charge. Et là, à ce moment-là, il y avait une offre qui avait été reçue. Donc à ce moment-là, il était estimé qu'une offre c'était un peu court et justement on avait fait ça pendant 8 décembre, c'était fin d'année, etc. On s'était dit ok, c'est peut-être l'idée de se lancer sur une seule offre. Donc on a décidé de relancer le 13 mai 2025, qui a permis de recevoir plus d'offres. Mais là, au moment de l'analyse de ces offres, ils se sont rendus compte dans les services que finalement, on avait difficile de pouvoir il y avait trop d'imprécisions et d'incohérences pour avoir une comparaison des offres possibles. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, ok, ben là on va devoir faire marche arrière, et donc c'est pour ça qu'ils ont modifié ce cahier de charge. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme modification? Aujourd'hui, au niveau des propositions de modification, le prix est l'unique critère d'attribution. Par contre, la garantie, la date de limite de livraison de matériel attendu seront imposées dans le cahier de charge et toutes les exigences techniques qui sont reprises dans le cahier de charge, je ne vais pas le nommer parce que là, on rentre vraiment dans des gros détails. Et donc, ce qu'on vous demande de faire par rapport à ça, c'est d'approuver que la procédure du marché public relative à l'achat d'une dépendeuse 3 ponts soit annulée pour les motifs exposés ci-dessus, donc là, la première, et d'approuver les modifications que je viens de citer portées dans le cahier de charge, et de relancer la procédure conformément à la législation en vigueur. De charger le collège communal de notifier la présente décision aux soumissionnaires ayant participé à la procédure annulée, et de financer cette dépense. Donc je rappelle la dépense, c'est une dépense de 25 000 € TVA comprise, j'arrondis,
et sera financé par les fonds de réserve. Voilà. C'est l'équipe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Marco? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 16. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 17, funérailles et sépultures. Cimetière de Beauvais, exhumation, Yves. Oui, voilà, donc on a plusieurs cimetières où on manque de place. Le premier qui a été réalisé, c'était à Émile, où on a désaffecté il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, on vous propose de désaffecter le cimetière en partie, hein, le cimetière de Beauvais pour malgré tout récupérer de l'espace. On le fait maintenant puisqu'on est obligé de passer par une société spécialisée et de le faire dans une période bien déterminée qui est après la Toussaint et avant fin avril, puisque on peut imaginer que faire ça en plein été, c'est moins agréable. Il faut occulter le cimetière, donc il y a toute une procédure légale et lourde à respecter. C'est pour un montant de 50 000 estimatif, un montant de devis estimatif de 50 000 €, et c'est une procédure négociée sans publicité préalable. Pardon? Publication. Ah pardon, publication. Merci d'être attentif, monsieur le directeur, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Marco pour le point 17? Non? Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 18, patrimoine communal, entretien des voiries 2025. Beudon. Et donc là, on vous demande d'approuver. On vous demande d'approuver le cahier de charge en fait pour l'entretien des voiries. Et donc là, vous voyez qu'on parle de la rue des Marettes, on parle d'une partie du Trieu des Gouttes et on parle de l'aménagement sur la place de Rhine. Donc voilà, qu'est-ce que je peux en dire? On a à 250 000 € TVA comprise. Donc on va approuver le cahier de charge. Deuxièmement, on doit de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable et de financer ces dépenses par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2025. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela. Laurent. Oui, juste une petite question qui vient maintenant. On a parlé tantôt de l'aménagement de la place de Rhine, qui est faite de pavés. Au final, le choix est déjà fait, vu que c'est les places de parking, on parle aussi de bitumer. Est-ce qu'on garde les pavés ou pas? Il y a un choix qui a été fait. Oui, effectivement. C'est parce qu'il y a une partie qui est vraiment dans un état très avancé, c'est près de la pharmacie, et de l'autre côté. Et donc, il y a une partie de ce marché-là qui sera pour refaire les endroits qui sont défoncés en pavé, donc c'est-à-dire de les remettre à niveau avec les autres pavés. Donc, il y a toute une série d'endroits qui vont être répertoriés, mais on garde les pavés, on garde la même structure, mais c'est de refaire un peu, je dirais, à l'identique, mais pour éviter que tous ces creux-là continuent et qui deviennent réellement dangereux, notamment pour les motos et les vélos. Merci. Merci. Je vous propose qu'on passe au vote de ce point 18. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 19, BEP, Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions pour Marco? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 20, donc on va continuer avec les assemblées générales. BEP, expansion économique, l'Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Point 21, BEP, environnement, Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Même vote. Voilà. Ça va être la même chose pour tout. Point 22, BEP crématorium, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Point 23, IDEFIN, Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Point 24, ESETIA, Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Point 25,
2025, IMIO, Assemblée Générale Ordinaire du 1er décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Point 26, OPES-A7, Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Point 27, INACEF, Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Unanimité, merci. Et le dernier point qui clôture ce conseil, IMAGE, Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2025. Y a-t-il des votes pour? Non, j'ai une question. Ah, une question d'abord. Pardon, Une question. non, pas une question, je dois bien intervenir, puisque l'année passée, on avait validé l'ordre du jour, si ce n'est de voter contre l'indexation, parce qu'on revient toujours avec le montant qu'il y a en réserve chez Image, et donc je pense qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec la difficulté qu'il y a dans les communes, et au vu de la réserve que Image a, je pense que demander une indexation aux communes n'est pas bien fait. Et donc, moi, je proposerais de valider l'ordre du jour de l'Assemblée Générale d'Image, mais que nos représentants, excluent l'indexation demandée aux communes. C'est une proposition, on peut la refuser. Comme l'année passée. Ouais. Est-ce qu'il y a des votes pour cette proposition? Unanimité, merci. Donc, ce point clôturait le conseil communal du jeudi 27 novembre 2025. Donc, merci au très cher public qui étiez présent en nombre et rentrez bien chez vous. Voilà, et bonne soirée. Merci, au revoir.